tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Jacques Lucchesi. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors Jacques Lucchesi, vous avez suivi des études de philosophie et d'écologie humaine, puis vous vous êtes tourné vers le journalisme et la critique d'art. Vous publiez L'école des furies du féminisme post-MeToo aux éditions de Paris Max Chaleil. Je sais que vous aviez un mot à dire en préambule avant que je vous pose la première question. Oui, effectivement, je souhaiterais dire en préambule de cet entretien que je ne suis pas misogyne tout d'abord, que je respecte toutes les femmes, que d'autre part, je ne représente ici aucune formation politique ni aucun courant masculiniste. Je viens simplement en tant qu'auteur parler en mon nom de recherches qui m'ont amené à cet ouvrage. Donc, voilà. Alors, on va voir si vous n'êtes pas misogyne, parce qu'en général, c'est pas à vous de déterminer si vous l'êtes. Enfin, aujourd'hui, ça se passe comme ça, c'est aux autres de décider si vous l'êtes. Alors, MeToo, justement, ce mouvement, parlons-en, il a été lancé en 2006, mais n'a eu de retentissement médiatique à partir de 2017, quand a éclaté l'affaire Weinstein. Quelques jours après, la journaliste française Sandra Muller lançait sur Twitter le hashtag « Balance ton porc », ouvrant la voie à une forme de vindicte féministe. Mais alors, à quel féminisme avons-nous affaire ici ? On a affaire à un féminisme qui vient en droite ligne des États-Unis. C'est un féminisme qui va à l'encontre du féminisme universaliste qui a d'abord été porté par Simone de Beauvoir, puis ensuite par des philosophes comme Elisabeth Badinter, donc un féminisme intégrateur, un féminisme émancipateur, un féminisme mettant d'abord l'accent sur la citoyenneté des femmes au sein de la société. Là, c'est un féminisme différentialiste ou essentialiste, un féminisme qui cherche à se différencier du genre masculin le plus possible, et qui, à ce titre-là, a tendance à réclamer des droits à l'exclusion des droits communs, des droits partagés avec les hommes. Et vous parlez d'ailleurs de criminalisation du désir masculin dans ce nouveau féminisme différentialiste. Oui, parce que dans la perspective américaine, la sexualité hétérosexuelle est vécue comme une forme de domination des hommes sur les femmes. Et à ce titre-là, pour ces autrices comme Catherine McKinnon ou Andrea Dworkin, donc c'est une situation de domination tout à fait insupportable et à laquelle on ne peut pas sortir simplement par des lois visant à accroître l'égalité entre les hommes et les femmes, mais c'est un système qu'il faut récuser et mettre à bas. Alors à la suite du lancement de ce mouvement MeToo, plusieurs hommes se sont retrouvés exposés à la vindicte sur les réseaux sociaux, dans les médias. Est-ce que c'est toujours à juste titre ? Est-ce que les hommes exposés à cette vindicte sont toujours condamnés en justice ? Alors, effectivement, MeToo et l'affaire Weinstein ont été un véritable séisme et ont entraîné une libération de la parole féminine comme on n'en avait encore jamais vu. Pour ce qui concerne Harvey Weinstein, effectivement, c'était indéniablement un prédateur sexuel et on ne peut guère lui trouver de circonstances atténuantes. Mais pour des affaires qui ont éclaté par la suite... Vous citez par exemple l'affaire de ce député, il ne l'est plus, je crois, aujourd'hui, Julien Bayou, qui avait été jeté en pâture notamment par sa collègue Sandrine Rousseau. Oui, effectivement, Julien Bayou a été secrétaire général des Verts, d'Europe Écologie Les Verts. Il a été incriminé par sa compagne pour des violences psychologiques. Donc,
À partir de là, alors que sa carrière était au zénith, donc à partir de là, tout s'est dégradé pour lui, et ses amis même d'Europe Écologie Les Verts l'ont lâché. Alors même qu'il n'y avait eu aucun jugement, que c'était uniquement des allégations Y avait-il une plainte qui avait été déposée au moins? Oui, pour des violences psychologiques. D'accord. Qu'est-ce que c'est que des violences psychologiques? Est-ce qu'il y a eu un procès à la suite de cette plainte? Il y a eu Julien Bayou s'est progressivement défait de tous ses mandats politiques. Il y a eu 2 procès, je crois, et le dernier l'a complètement innocenté. C'était au début 2024, oui. Vous dites que l'idéologie néo-féministe impose une forme de puritanisme à adopter dans les relations hommes-femmes. Qu'est-ce que cela révèle de notre société? Vous faisiez tout à l'heure référence à la société américaine. D'où vient ce puritanisme? La société américaine, effectivement, est déjà plus puritaine que la société française. Et d'autre part, comme je le disais tout à l'heure, il y a une vision de la sexualité prise dans des rapports de domination. Je parle de la sexualité hétérosexuelle. Donc, effectivement, la domination masculine pour cette catégorie de féministes se manifeste à travers la sexualité, à travers ce qu'elles appellent l'exploitation de l'image et du corps de la femme. D'accord, et vous trouvez cela... Je trouve cela parfaitement excessif. Ouais. Je trouve parfaitement excessif que la sexualité hétérosexuelle soit associée à une forme de domination en soi des hommes sur les femmes. D'autant que l'idée même, la notion même de domination est toujours variable, est toujours fluctuante. Alors, depuis l'émergence... Il n'y a pas de domination en soi. Depuis l'émergence de ce néo-féminisme, comment voyez-vous comment les femmes françaises y réagissent? Est-ce qu'elles adhèrent à ces théories? Je ne pense pas que l'ensemble des femmes françaises adhèrent à ces théories. Mais je pense qu'elles sont néanmoins très influencées par ces théories essentialistes qui jettent le discrédit sur les hommes. Je pense que depuis MeToo, les femmes françaises sont plus méfiantes, moins tolérantes vis-à-vis des glissements, voire des incartades qui peuvent survenir dans des rapports de séduction. Et vous trouvez que ça va dans le bon sens, justement, cette réaction des femmes qui se défendent? Je pense à l'extrême que ça peut nuire à des relations harmonieuses entre les hommes et les femmes. Alors, vous allez citer l'ouvrage de cette femme écrivain, Valérie Solanas, qui s'appelle Scum Manifesto, où elle expliquait vouloir un pouvoir féminin absolu et l'élimination des hommes. Alors, est-ce que c'est représentatif, cette idéologie du néo-féminisme? Le Scum Manifesto de Valérie Solanas est un texte, à mon avis, littéraire. Donc, c'est un texte assez surréaliste qui propose l'élimination radicale des hommes jugés inaptes, stupides, avides d'argent. Pas tout à fait faux. Mais bon, pour Valérie Solanas, la femme était d'une essence supérieure à celle de l'homme. Et donc, à ce titre-là, elle devait prendre le pouvoir dans la société. C'est un texte littéraire, un texte très fort. Il faut se souvenir quand même que Valérie Solanas, c'est cette femme qui a tiré sur Andy Warhol en 1968,
Pour des raisons personnelles, parce que celui-ci refusait de la faire retourner dans un de ses films, et surtout parce qu'il lui avait égaré une pièce de théâtre qu'elle souhaitait voir montée par ses soins. Et Valérie Solanas, qui était une personnalité borderline, donc en juin 1968, a attiré plusieurs fois sur Andy Warhol au point de le blesser très grièvement. Il ne s'en est jamais vraiment complètement remis par la suite. Donc c'était peut-être plutôt une idée de vengeance qu'elle avait. Il y a, à mon avis, une forme de rancune qui s'exprime, de rancune personnelle qui s'exprime à travers son Scum Manifesto, qui est devenu ensuite un livre extrêmement prisé des néo-féministes. Donc c'est une tendance quand même qui existe à l'intérieur du néo-féminisme mais qui n'est pas réellement représentative. Non, c'est une tendance radicaliste qui ne saurait être représentative de toutes les femmes, ni de toutes les féministes, en particulier en France. Vous revenez sur l'affaire Gisèle Pellicot, cette femme qui avait été violée à plusieurs reprises par des proches de son mari qui la droguait. Vous parlez de supercherie médiatique sur cette affaire. Et oui, parce qu'effectivement, l'affaire Gisèle Pellicot est une affaire tout à fait intéressante. C'est tout d'abord une affaire de mœurs, comme il y en a eu beaucoup. Gisèle Pellicot a voulu que son procès se déroule non pas en huis clos, mais de façon publique. A-t-elle été influencée par des associations féministes? On peut le penser. Et aussitôt après, à partir de là, la machine médiatique s'est emballée et a fait progressivement de Gisèle Pellicot une icône du féminisme et de la lutte contre le viol. Mais Gisèle Pellicot avait été, dans un premier temps, instrumentalisée sexuellement par son époux. C'est indéniable. Mais il me semble qu'elle a été tout autant instrumentalisée par les féministes et les médias par la suite, au point qu'on peut se demander si elle s'appartient encore. À mon avis, non. Alors, pour le reste, ensuite, avoir fait comme l'a fait le Nouvel Obs dans le cadre d'un numéro spécial, faire rentrer Gisèle Pellicot au top 40 des femmes qui ont fait la France, à mon avis, c'est très exagéré. Je ne pense pas qu'on puisse comparer Gisèle Pellicot à Simone Veil, à Louise Weiss ou à George Sand, qui ont toute une œuvre politique ou littéraire bien propre, bien manifeste. Alors on a vu ce courant néo-féministe il y a peu accoucher de ce terme de féminicide. Vous affirmez d'ailleurs que la justice a tendance à être plus clémente envers les femmes qu'envers les hommes. Est-ce qu'on peut parler de justice à deux vitesses alors ? Il y a des affaires, effectivement, dans l'actualité récente qui le laissent penser. D'une façon générale, je trouve, à titre personnel, qu'il y a une forme de plus en plus accentuée de discrimination vis-à-vis des hommes. Qu'être un homme dans une affaire juridique est une situation plus délicate, moins favorable que si on est une femme. Et qu'il me semble que la justice française a tendance à être plus clémente avec les femmes qu'elle ne l'est avec les hommes, présentement. Est-ce qu'on sait d'ailleurs s'il y a plus de magistrats femmes que de magistrats hommes et si les magistrats femmes vont plus défendre les femmes que les hommes? Ça, je ne pourrais pas le dire, mais ce que disent les féministes d'aujourd'hui, à commencer par des personnalités comme Sandrine Rousseau, c'est que la justice française n'est pas assez féministe. Pour les féministes actuelles, rien n'est assez féminisé, rien ne va dans le sens d'une... C'est une révolution permanente, quoi. On n'arrive jamais à... Absolument, c'est une guerre... un but précis, quoi. Oui, c'est un conflit... C'est un conflit sans fin.
Alors, face au néo-féminisme, on a constaté un certain silence de la part des hommes et vous voyez l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui le masculinisme. Est-ce que vous trouvez que c'est une réponse adaptée à ce néo-féminisme, à ces tendances les plus radicales ? C'est en tous les cas une réponse. Le masculinisme découle du féminisme, y compris dans sa radicalité. Si les masculinistes actuels qui sont surtout présents sur les réseaux sociaux sont si bravaches, si agressifs vis-à-vis des femmes, c'est aussi une forme de réponse symétrique à l'agressivité qui se manifeste dans le discours néo-féministe depuis quelques années. C'est la guerre des sexes, la guerre de tous contre tous. Ce sont deux formes excessives de discours. Donc, Mais à qui cela profite, cette guerre des sexes ? Ça profite certainement aux féministes. Parce qu'elles sont toujours en situation de montrer que les hommes sont vindicatifs vis-à-vis d'elles et que les hommes, d'une façon générale, représentent une menace et qu'ils ne rêvent que de reconquérir les privilèges perdus, à ceci près qu'ils ne les retrouveront jamais, puisque la société a changé et qu'il n'est pas question d'abolir les droits conquis par les femmes, surtout lorsqu'ils sont légitimes. On entend beaucoup de ces néo-féministes, Sandrine Rousseau par exemple, vouloir des hommes, disent-elles, déconstruits. Déconstruits, ça veut dire reconnaître qu'être un homme serait un privilège. Mais dans leur esprit, quels sont les privilèges de l'homme, des hommes dans la société ? Dans l'esprit des féministes, l'homme est l'élément dominant de la société. Alors, Et dominant à quel titre ? Et dominant à quel titre ? On peut se poser la question. Dominant au niveau des structures sociales, taxé de patriarcal. Effectivement, la société française a été patriarcale, mais depuis on se rend bien compte que l'évolution est passée par là et que les hommes ne sont plus en situation de domination manifeste sur les femmes. Donc on peut dire que l'idée de domination masculine dans la société française est une idée très surfaite, mais qui est exploitée à des fins d'ainsi de demander toujours de nouveaux avantages, de conquérir toujours de nouveaux territoires. Et vous rappelez que ce sont quand même les hommes qui, dans la grande majorité, assurent les métiers les plus pénibles. Absolument. Est-ce qu'on va forcer certaines femmes à rentrer dans des métiers du BTP pour assurer une mixité parfaite ? Il y a sans doute quelques femmes dans les métiers du BTP. Il y a des femmes, il y a surtout de plus en plus de femmes dans des métiers réputés jusque-là masculins, comme la police et l'armée. Donc, ça ne me semble pas représenter une féminisation de la société, mais plutôt, là encore, une forme de mimétisme vis-à-vis des hommes. Et en ce sens, c'est toujours quelque part la masculinité qui donne le ton. Mimétisme, le désir mimétique de Girard. Absolument, oui, je pense qu'il est à l'œuvre dans les conflits intersexuels auxquels nous assistons depuis quelque temps. Alors on assiste à une remise en cause de la part de ces néo-féminismes, de certains déterminismes psychologiques, biologiques, par exemple la volonté d'une femme d'être protégée par son homme. Quel est le but ici des néo-féministes ? Le but des néo-féministes serait, à mon avis, de se passer complètement des hommes, en tous les cas, complètement d'une forme de partage avec les hommes. Ça me semble très, très sensible, cette situation. Est-ce qu'on peut résumer le néo-féminisme en pensant que ces femmes voudraient devenir des hommes et faire des hommes des femmes ?
Non, on ne peut pas dire que les féministes voudraient que les hommes deviennent des femmes, mais il est manifeste qu'elles prônent un idéal de femme conquérante. Parallèlement d'ailleurs à des stratégies victimaires qui sont très, très à la mode actuellement. Mais donc elles prônent l'idéal de femmes fortes, de femmes concurrençant dans... De femmes fortes mais victimes. Alors oui, c'est un peu contradictoire. Il y a une dichotomie, effectivement, dans la vision féministe des femmes. D'une part, il y a les femmes victimes et toujours victimes des hommes, ça va de soi, donc pour lesquelles qu'il faut secourir, qu'il s'agit... et dont il s'agit que la justice prenne leurs préjudices en compte. Mais d'autre part aussi, il y a un idéal de femmes de plus en plus conquérantes dans tous les domaines de la société, et cela, à mon avis, au détriment des hommes. Est-ce que le sort d'une victime masculine importe ces néo-féministes ? Non. Parce que je veux dire, si c'est la victimisation qui les intéresse, ces néo-féministes, elles peuvent aussi s'intéresser au sort des hommes victimes. Le sort des hommes n'intéresse absolument pas les féministes. Et c'est une évolution quand même qui se joue sur des dizaines d'années. Au départ, le féminisme était un mouvement d'émancipation, et un mouvement d'émancipation qui prenait en compte les luttes sociales d'alors, dans les années 70, qui épousaient la cause ouvrière, qui épousaient les luttes des homosexuels pour une reconnaissance sociale. Donc il y avait une synergie des luttes. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Le féminisme n'est plus un mouvement d'émancipation, c'est un lobby. D'abord, c'est un lobby. Mais qui finance ce lobby ? Est-ce que c'est pas quelque part... Allez-y. Laissez-moi terminer. Donc, c'est surtout une instance de régulatrice en matière de mœurs, c'est une instance répressive et coercitive. Est-ce que c'est pas la meilleure façon, ce féminisme concurrent, qui voudrait une concurrence entre les hommes et les femmes, qui voudrait mettre les femmes au travail pour justement faire le bonheur du grand capital ? Ah, mais les femmes ont toujours été au travail. Oui, mais pas forcément salariées. Pas forcément salariées, mais ce que votaient par exemple les néo-féministes, ce seraient des femmes qui accèdent au poste aux plus hautes responsabilités, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau des grandes entreprises. Donc, certaines, effectivement, y sont parvenues. Comme Anne Lauvergeon, qui a été PDG d'Areva. À France Télévisions, dans les médias français, ce sont des femmes aussi qui sont actuellement aux commandes de France Inter, de Radio France, de France Télévisions. Je songe à Delphine Ernotte. Donc, manifestement, les femmes ont percé le fameux plafond de verre, et elles ont des responsabilités qui montrent bien que dans la société actuelle, les hommes ne sont plus dominants. Maintenant que ce néo-féminisme a pénétré les esprits des Français, des Françaises, comment faire renaître un vivre ensemble ? C'est une situation assez compliquée parce que, comme vous le savez sans doute, les féministes françaises sont très bavardes, elles ont tendance à monopoliser le débat public dans les médias, sans laisser beaucoup d'espace médiatique à ceux qui vont contre leur opinion. Donc, c'est du reste dans cette mouvance-là que je me situe. Donc il faudrait effectivement, à tout le moins, qu'on laisse davantage de place à des paroles qui ne vont pas dans le sens de la doxa actuelle, donc qui portent des points de vue, des points de vue argumentés sur ce que devrait être
les rapports sociaux entre les hommes et les femmes. C'est mal barré. Donc, en tout cas, Jacques Lucchesi... Je voudrais ajouter qu'à ce niveau-là, il faudrait songer à organiser des assises nationales de la parole, afin précisément de permettre tant aux femmes qu'aux hommes, pour peu que les féministes soient d'accord pour se décentrer, pour sortir de cette position de pouvoir assez hégémonique. Il faudrait arriver précisément à des assises de la parole où tant les hommes que les femmes pourraient mettre sur la table les problèmes qui sont les leurs. Jacques Lucchesi, merci. Votre ouvrage s'appelle « L'école des furies du féminisme post-MeToo » à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité.